Alors, ça c'est l'info. En général, l'investisseur demande en même temps un droit d'audit qui lui permet, on va dire, en général la périodicité c'est plutôt une fois par an, qu'il n'utilise quasiment jamais, hein, mais on le demande souvent dans le pacte, qui lui permet d'aller auditer la société d'un point de vue, en général, principalement comptable, mais également juridique s'il en sent besoin, pourquoi pas stratégique. On la voit extrêmement rarement mise en œuvre. On la voit extrêmement rarement mise en œuvre. En revanche, elle est systématiquement dans les pactes. D'accord ? Souvent, l'enjeu de la discussion sur ce point, c'est de savoir qui prend en charge cet audit annuel, parce qu'on a fait une petite levée, avoir 10, 15 000, 20 000 euros de frais non prévus, ça peut toujours être problématique. Maintenant, quelqu'un qui fait une très grosse levée, avoir 15 000 euros, 20 000 euros de frais annuels qui partent qui peuvent potentiellement partir, c'est forcément moins un problème. Ça, c'est l'information. Deuxième catégorie de clauses concernant la gouvernance, c'est finalement la répartition de pouvoir, mais plus la manière dont s'exerce le contrôle de l'investisseur sur les décisions importantes. La plupart du temps, de toute façon, la gestion, ils ne veulent surtout pas s'en mêler, parce que ça leur créerait d'ailleurs des gros risques en termes de responsabilité s'il y avait un problème. Donc en général, on parle des décisions, on parle d'une liste de décisions qui peuvent aller de l'embauche d'un salarié dont la rémunération est supérieure à 60 000 euros par an, à décision de création d'une filiale. Vous voyez, toutes les décisions un peu stratégiques qui sortent du business au jour le jour, de savoir quelle est la position de l'investisseur par rapport à toute cette liste de décisions. Vous les avez sur la slide, hein, je ne la reprends pas, de toute façon comme les slides vous seront communiqués, vous avez une liste, et elle varie en plus énormément en fonction des fonds d'investissement. Et donc là l'enjeu, c'est est-ce qu'on lui demande simplement un avis, donc forcément un avis, on le respecte ou on ne le respecte pas, ou est-ce que le fonds va demander un veto. Alors là, ça dépend énormément de la politique des fonds, c'est assez compliqué à négocier, autant on arrive à négocier le montant, je veux dire que le montant par exemple, de ne pas leur demander leur autorisation quand l'embauche elle est à 50 000 euros ou à 160 000 euros, c'est la négociation, on va dire, à la marge. Mais on a des fonds dont la politique est d'avoir des droits de veto, et on peut difficilement leur faire passer ça sur une simple consultation. En revanche, il y a des fonds dont la politique c'est de s'immiscer le moins possible dans la gestion de la boîte, parce qu'en général ils ont eu un problème de responsabilité civile dans de mise en jeu de leur responsabilité d'administrateur dans le passé, alors du coup ils deviennent archi prudents, et auquel cas ils veulent surtout plus avoir de droit de veto, et ils ne demandent plus que des consultations. Ouais, je veux bien. Donc je pense que sur la gouvernance, on a fait un peu le tour de ce que vous pourrez voir. Alors, deux derniers points. Donc ensuite, ce qu'on voit dans les pactes, c'est toute une série de clauses relatives à ce que j'appelle, pour les catégoriser, à l'engagement de l'entrepreneur. On va dire que le rôle du conseil, de l'avocat, ça va être également un des rôles qu'on ne voit pas, c'est un rôle un peu pédagogique, même vis-à-vis de son propre client. Et typiquement, on est sur des clauses où l'équipe est tellement importante que, par exemple, un entrepreneur qui viendrait me voir sur son projet de levée de fonds, mais qui ne voudrait pas accorder de clause de non-concurrence au fonds d'investissement, forcément, il va falloir, avant même que le fonds lui dise, que je lui explique que ça fait quand même vraiment partie du jeu dans le cadre d'une levée de fonds, et qu'on ne peut pas aller voir un investisseur pour lever des fonds sur un projet, et accepter et vouloir se réserver la possibilité de faire concurrence à son propre projet. Ça paraît du bon sens, mais je vous promets que de temps en temps, c'est pas si évident que ça. Donc les trois clauses non-concurrence, je ne fais pas dessin sur ce que ça veut dire, hein, c'est non-concurrence sur le projet de l'entreprise, même un peu plus loin, c'est sur tout ce que pourra faire l'entreprise dans le futur. Et ça, cette durée de non-concurrence, en général, c'est tant que le fondateur détient les titres de la société, et après, pendant une durée qui, pour le coup, est négociable, entre 12 mois à 36 mois après la sortie du projet. L'exclusivité, pareil, on est sur un sujet d'engagement, c'est que personne ne vous interdira de vous occuper d'un club de foot le samedi matin. En revanche, d'un point de vue professionnel, l'investisseur va exiger que vous soyez 100% de votre temps dans la société. Là, l'enjeu de discussion sur ça, c'est effectivement le club de foot le samedi matin, éventuellement les cours à la fac ou en école pour ceux d'entre vous qui ont des sujets très techno et qui se traduisent, techno au sens très large, parce qu'en bibliothèque on le voit beaucoup, de gens qui sont dans leur start-up, mais leur start-up est souvent issue d'un labo, et il y a quelques fonds d'investissement qui exigent qu'ils n'aient plus au labo, mais c'est tout simplement, c'est même idiot, quoi. Je veux dire,
il faut que la personne puisse constituer son activité de recherche. Donc là, on trouve des aménagements sur cette notion d'exclusivité, mais on voit bien que c'est l'intérêt de la société d'aménager l'exclusivité pour permettre à la personne de continuer par le biais du milieu universitaire, de continuer à apporter des choses à la start-up. Inaliénabilité, j'en reparle pas, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'interdiction de ces esthétiques pendant un certain temps.